En 2006, Abraham Shakespeare gagne au loto et il obtient une somme conséquente. Mais en avril 2009, plus personne ne le revoit. Est-il parti sous la pression ou quelqu'un en voulait-il à sa fortune? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes à Lakeland, qui se situe en Californie. Durant l'année 2006, Abraham Lee Shakespeare est un homme de 39 ans qui n'a pas énormément de moyens financiers. Il a arrêté l'école vers ses 12 ans et de ce fait, il a quelques difficultés pour écrire et lire correctement. Mais ça n'empêche pas pour autant d'avoir un travail et il effectue plusieurs petits boulots tout au long de sa vie. Ce ne sont pas des métiers très payants, le dernier par exemple lui rapportait 8 $ de l'heure, mais Abraham ne baisse pas les bras pour autant. Il a eu quelques problèmes avec la justice dans le passé, mais jamais pour des faits de violence. Il a surtout eu des problèmes puisqu'il a commis des vols, il n'a pas toujours payé la pension alimentaire de ses enfants et parfois pour des délits routiers. Sans compter ces faits, on peut décrire Abraham comme un homme simple et travailleur. Mais le 15 novembre 2006, sa vie va totalement changer. Ce jour-là, Abraham est dans la voiture avec un de ses collègues, Michael Ford. Ils font un arrêt dans une station-service sur leur route pour retourner à Miami. Michael entre à l'intérieur et lui demande s'il veut quelque chose à boire, un soda ou autre. Abraham lui répond que non, mais par contre, il veut bien qu'il lui prenne 2 tickets de loterie. Il lui tente son billet de 5 $ pour l'achat des tickets qui est de 2 $. Michael part les acheter et lui remet. Les résultats du loto arrivent rapidement et Abraham découvre qu'un des tickets est gagnant. Il vient de remporter le jackpot qui est d'une valeur de 30 millions de $. Pour obtenir ce montant, il y a 2 possibilités qui s'offrent à lui. Il peut soit décider d'un paiement mensuel, soit obtenir 17 millions tout de suite. Certains gagnants optent pour le paiement annuel en se disant que c'est une sorte d'investissement à long terme. Et c'est aussi une garantie d'entrée d'argent chaque mois. Mais les autres peuvent préférer le paiement en une fois pour leur permettre de faire de gros achats comme une maison ou une voiture par exemple. L'âge est également un critère qui rentre dans ce choix. Des personnes âgées ne vont pas forcément voir l'intérêt d'attendre des années pour obtenir la totalité du paiement. Il faut aussi savoir que le montant de 30 millions est taxé par l'État. Un gagnant du loto ne remporte pas véritablement le montant inscrit. Enfin oui, mais hors taxe. Abraham choisit la deuxième option, et donc il reçoit 17 millions de $. Il ne va pas être dans la folie des grandeurs, mais il va se faire plaisir et surtout accéder à un meilleur mode de vie. Dans les premiers mois qui suivent sa victoire, il va s'acheter une nouvelle maison d'une valeur d'1 million de $. Grâce à ça, il va passer de son ancien quartier à un quartier résidentiel, surveillé avec alarme et caméras de surveillance. Il va seulement faire 2 gros achats après. Une voiture, qui est une Nissan Altima, puis une Rolex. Malheureusement, son bonheur est de courte durée, puisque lorsque son collègue Michael a découvert qu'il était le gagnant du loto, il n'hésite pas à lui demander un versement d'1 million de $. Chose qu'Abraham refuse bien sûr. Mais Michael ne s'arrête pas à ce refus, et il décide de le poursuivre en justice, déclarant qu'Abraham lui a volé les 2 tickets dans son portefeuille. L'affaire va aller jusqu'au tribunal. À la fin du procès, les jurés ne sont pas convaincus par la version du vol de Michael et Abraham remporte la bataille. Mais comme pour d'autres gagnants, l'argent attire de nombreuses personnes. Et il ne va pas tarder à recevoir des appels, des demandes pour payer telle ou telle chose. Et il a du mal à dire non car c'est un homme généreux qui veut faire plaisir à son entourage. D'après un article de presse, il a donné à son beau-père 1 million de $, 250 000 $ à chacune de ses belles-sœurs, il a remboursé 185 000 $ d'hypothèque pour un ami, 60 000 $ d'hypothèque pour un homme dont il ne connaissait pas le nom de famille, 53 000 $ d'hypothèque pour un homme qu'il connaît depuis quelques années, et on sait qu'il a donné 40 000 $ au meilleur ami de son frère, 12 000 $ à sa mère et 10 000 $ à sa sœur. Finalement, en parlant à un ami, il lui dit « J'étais plus heureux en étant fauché ». Il lui dit également « Je pensais que tous ces gens étaient mes amis, mais j'ai réalisé que tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent ». Quand on observe les dépenses qu'il a effectuées, il a donné plus d'argent aux autres qu'il n'en a utilisé pour lui-même.
Une femme va rentrer dans sa vie à la fin de l'année 2008. Doris Moore, surnommée Didi. Elle se présente à Abraham et elle lui dit qu'elle veut écrire un livre sur son histoire. C'est ainsi qu'une amitié va se créer entre les deux. Ce livre ne sortira jamais, mais par contre, ils vont créer une entreprise ensemble appelée Abraham Shakespeare LLC. Didi va recevoir le titre de conseillère financière par rapport à cette entreprise, ce qui va lui permettre d'avoir le contrôle sur tous les fonds financiers. Et elle ne tarde pas à retirer $1 million qui, d'après elle, est un cadeau d'Abraham. Avec cet argent, elle se fait plaisir. Elle s'achète un Hummer, une Corvette, une camionnette et elle part en vacances à Hawaï pour se reposer. À partir du mois d'avril 2009, la famille d'Abraham a du mal à le joindre. Lorsqu'elle appelle chez lui, c'est Didi qui répond et qui explique qu'il est indisponible, il est parti à tel endroit ou encore à un autre. Et ses proches vont parfois recevoir des SMS de sa part, ou même sa mère, elle reçoit une carte pour son anniversaire, mais sans pour autant arriver à le voir. Et le temps passe, jusqu'en novembre 2009. La famille d'Abraham n'a toujours pas réussi à le voir. Et à force des excuses de Didi, elle s'inquiète. Ses proches se rendent au poste de police et ils déclarent sa disparition officiellement. S'ils ont attendu aussi longtemps, c'est parce que Didi leur avait raconté qu'Abraham n'en pouvait plus de tous les gens qui gravitaient autour de lui pour son argent. Il en avait marre de la situation et il a tout simplement décidé de partir, d'aller vivre dans les Caraïbes et de profiter de l'argent qui lui reste. L'avis de recherche le concernant est massivement diffusé, avec une récompense à la clé de $10 000 pour quelconque information. Les policiers commencent une enquête de leur côté et ils observent différentes personnes d'intérêt, dont Didi. Ils la convoquent le 3 décembre pour l'interroger sur la disparition d'Abraham. Elle répète la même chose. Il a voulu partir, loin de la ville, se reposer. Elle ne sait pas vraiment où il est et elle donne plusieurs lieux possibles. Donc ça va donner le Texas, la Jamaïque, Porto Rico, Orlando, la Floride, ou bien qu'il est malade dans un hôpital quelque part. Les inspecteurs s'interrogent sur le $1 million qu'elle s'est transféré. Et là encore, elle se justifie en expliquant que c'est tout simplement un cadeau de la part d'Abraham. Sauf que pendant leur recherche, ils ont découvert que Didi avait une autre compagnie appelée American Medical Associated. Et surtout, une partie des fonds de la compagnie, d'Abraham Shakespeare LLC, a été transférée sur celle de Didi. Là encore, Didi a une explication. Abraham ne voulait plus payer de pension alimentaire. En fait, c'est pour ça que l'argent a été transféré, tout simplement. À peine 2 jours après cet entretien, elle vend le Hummer qu'elle s'était acheté la même année. Pourquoi maintenant? Essaye-t-elle de cacher quelque chose? Concernant Didi, il faut savoir qu'elle a déjà eu des problèmes avec la justice dans le passé. En 2001, elle a été condamnée à 1 an de sursis pour fraude à l'assurance en déclarant le vol de sa voiture qui n'était pas volée, et elle a également fait une fausse déclaration d'agression sexuelle. En 2002, elle a également eu des problèmes avec la justice lorsqu'elle a fait faillite. Elle sent que les taux se resserrent et elle commence à paniquer et à chercher des solutions. Toujours en décembre, elle rencontre Gregory Smith, un ami d'Abraham. Elle lui parle et elle arrive à le convaincre que son ami va bien, il est seulement en vacances. Mais qu'à cause de son silence, la situation est compliquée pour elle. Il faudrait qu'il lui rende un service. Il faut que Gregory appelle la mère d'Abraham en se faisant passer pour lui, et grâce à ça, il n'y aura plus d'avis de disparition. Au tout début, Gregory refuse, mais Didi arrive à le convaincre que son ami va bientôt revenir, et elle lui propose aussi $300 en échange de l'appel. Il accepte. Elle invite la mère d'Abraham pour dîner, et Gregory l'appelle, prétendant être son fils et qu'il va bien. Après que cette mission fut effectuée, Didi remet les $300 à Gregory. Sauf qu'elle n'a pas remarqué quelque chose d'important. Les policiers la surveillent continuellement et ils ont vu la transaction. Ils interceptent Gregory et lui demandent s'il accepte de collaborer avec eux. En 2011, elle fait à nouveau appel à lui et elle lui demande s'il connaît quelqu'un qui serait capable d'avouer le meurtre d'Abraham pour une certaine somme d'argent. L'information est communiquée aux policiers et ils décident de faire appel à un agent sous couverture appelé Mike Smith. Gregory présente Mike à Didi et celui-ci lui dit qu'il est prêt à assumer le meurtre pour $50 000
qui reviendra à sa famille. Il lui dit que par contre, avant de prendre une quelconque responsabilité, elle doit lui montrer où se trouve le corps et lui remettre l'arme du crime. If you do this, you're gonna be a very popular person. You're gonna be a legend. Once I go in here and confess to this shit, they done with you. Because they definitely gonna want the fucking body. Okay. Okay. Deal. Elle comprend que Mike a besoin de ces éléments pour que ses aveux soient crédibles. Alors, elle remet l'arme à Gregory, un revolver de calibre 38, puis dans la même journée, elle le conduit dans une de ses maisons à Plant City et elle lui désigne une plaque de béton dans le jardin. Après avoir obtenu ces informations et l'arme du crime, Gregory se rend à nouveau au poste de police et leur raconte tout. Une équipe est mobilisée et envoyée pour fouiller les lieux. Le 27 janvier 2010, le corps de Abraham Shakespeare est retrouvé sous la dalle de béton désignée par Didi quelques jours plus tôt. Le corps est envoyé en analyse, elle est interrogée à nouveau concernant ce que l'on vient de découvrir, surtout le corps que l'on a découvert. Elle nie en bloc, elle n'est pas au courant du meurtre, elle n'y est pour rien, elle a juste suggéré que le corps pouvait s'y trouver. En soi, elle a tout simplement voulu aider la police. Le lendemain, les policiers interrogent James Moore, qui est l'ex-mari de Didi. Il raconte qu'elle l'a contacté durant le début du mois d'avril. Elle lui a demandé de creuser un trou dans le jardin de sa maison. Pour justifier sa demande, elle lui a raconté une histoire comme quoi elle avait pas mal de débris et de déchets dont elle voulait se débarrasser puisqu'elle réaménageait la maison. James est venu, il a creusé un trou, puis il est reparti. 3 heures plus tard, Didi le rappelle et elle lui demande de venir reboucher le trou. Il revient au domicile. Pour lui, elle semble avoir déménagé des choses toute la journée puisqu'elle est en sueur. Il s'approche du trou, il le rebouche, mais il affirme qu'il n'a rien vu ni su pour le corps car il faisait tout simplement trop sombre. Les résultats de l'autopsie arrivent et ils confirment que la mort d'Abraham a été causée par une arme à feu. On lui a tiré dessus à 2 reprises au niveau de la poitrine. Les estimations concernant sa mort tournent autour du 6 et 7 avril 2009. Ça correspond au moment où sa famille n'arrivait plus à le contacter. Le 2 février, Didi est mise en détention. Sa caution est fixée à 1 million de dollars. Elle crie toujours son innocence et elle donne plusieurs versions des faits. C'est le cousin d'Abraham, Cédric, qui l'a tué devant ses yeux. Puis finalement non, c'était pas lui, mais finalement c'était elle pour cause de légitime défense. Abraham a tenté de l'étrangler. La version des faits change encore. C'est son fils de 14 ans qui l'a fait pour la protéger. Puis encore une fois, c'est autre chose. C'est son avocat qui a commis le meurtre. Elle ne sait rien de plus, elle n'a pas participé, elle n'a participé à rien de tout ça. Les inspecteurs, eux, ont trouvé un enregistrement de Didi dans un Walmart en train d'acheter du ruban adhésif et des gants. Les mêmes que ceux qu'on a retrouvés près du corps. Elle admet que finalement, elle est celle qui a enterré Abraham, mais elle ne l'a pas tué. Le véritable coupable est un trafiquant de drogue. Il a menacé Abraham en lui demandant de l'argent, il a refusé, et donc cet homme l'a tué. Elle a eu peur d'en parler parce qu'il l'a menacé sans prendre à sa famille. Et c'est vraiment sur cette dernière version qu'elle va rester jusqu'à son procès. Pour être sûre de son état mental, elle est examinée par 4 différents experts. 3 d'entre eux la déclarent apte à comparaître, et seulement un déclare qu'elle a des difficultés à comprendre et à répondre aux questions. Le procès de Didi va durer presque 2 ans. Il commence le 15 mars 2010, elle plaide non coupable. Le procès permet de montrer qu'elle est une vraie manipulatrice. Elle a tenté de soudoyer de nombreuses personnes tout du long. Par exemple, la carte d'anniversaire que la mère d'Abraham a reçue, elle venait d'un membre de la famille qu'elle a payé 5 000 $ seulement pour remettre la carte. Elle a tenté de corrompre la mère d'un des enfants d'Abraham en lui proposant une maison d'une valeur de 200 000 $ si celle-ci déclarait aux policiers qu'elle avait vu son ancien compagnon récemment. Ses propos aux policiers durant l'interrogatoire vont aussi servir contre elle. She actually came toward me and she said that I wasn't going to get angry, that I was going to have sex with her. She said she was very attracted to me and hoped once her name was clear that I would pursue a relationship with her. Elle avait également tourné une vidéo dans laquelle Abraham parlait de sa fatigue par rapport aux demandes d'argent des gens et il parlait des endroits où il voudrait partir. Les vêtements qu'il porte sur l'enregistrement ressemblent beaucoup à ceux qu'il portait
le jour de sa mort. C'est un autre élément contre elle. Son avocat tente d'expliquer qu'elle était tout simplement terrifiée de parler à cause du trafic en drogue. Elle craint toujours qu'il ne s'en prenne à elle ou à son fils. Mais les SMS envoyés après la mort d'Abraham ne l'aident pas non plus. Il avait du mal, comme je vous l'avais dit, à écrire des messages, et ça ne lui ressemblait pas du tout. Finalement, le 12 décembre 2012, après 3 heures de délibération, Didi Moore est déclarée coupable de meurtre avec préméditation. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Didi est toujours en prison, elle nie toute implication par rapport au meurtre, et je sais qu'elle a donné plusieurs entretiens filmés. Abraham Shakespeare a perdu la vie à l'âge de 42 ans, laissant une famille éplorée dont 2 enfants profondément touchés par la mort de leur père. Encore une fois, on peut voir que l'avidité n'a aucune limite chez certaines personnes. Un dicton dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et cette affaire l'illustre particulièrement. Didi est une personne avare et très manipulatrice qui a essayé de corrompre beaucoup de personnes avec cet argent tristement obtenu. Il y a des articles qui reprochent à Abraham d'avoir été trop naïf. Mais ces personnes n'ont pas vécu sa situation. On ne sait pas à quel point le pouvoir de manipulation de Didi a pu prendre le pas sur sa volonté. Lui qui finalement disait qu'il était plus heureux sans argent. C'est la fin de cette affaire, mais j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai reçu une opportunité par rapport à mon contenu et je vais vous expliquer ça rapidement. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la plateforme Scène de Crime TV qui a été lancée au début de l'été. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme dédiée aux vidéos true crime sur laquelle on trouve des documentaires en français et certains aussi en anglais sous-titrés. La plateforme est en constante évolution, donc son catalogue ne cesse de grandir. Et justement, l'opportunité qui m'a été offerte est de participer à cette évolution en créant des vidéos pour la plateforme. Concernant YouTube, ça ne change rien, je serai toujours présente chaque semaine, mais je produirai donc également une vidéo par mois pour la plateforme Scène de Crime TV. Donc si jamais vous voulez me retrouver là-bas, je serai très contente. Pour la plateforme, il s'agit d'un abonnement mensuel. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, j'y répondrai. Mais voilà, c'est la première collaboration que j'accepte et je voulais vous en parler parce que j'ai toujours voulu quelque chose en corrélation avec ma chaîne et pour moi, ça c'est totalement le cas. Et je voulais aussi vous en parler parce que c'est grâce à vous également, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce au fait que vous me suiviez depuis le début et que vous êtes derrière moi que j'ai cette opportunité. Donc merci à vous aussi. Sur ce, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.